Bonsoir, merci au comité Yad Vashem de m'inviter ce soir et connaissant les ravages du postprandial sur l'attention, je vais essayer de ne pas être trop long pour vous. Donc ma communication s'appelle la métaphore nazie ou la transmission confisquée. Tout est Hitler, Hitler est partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur de l'Europe. J'en veux pour preuve deux petits événements de l'actualité. Tout d'abord, la remise des prix littéraires de l'automne, le Goncourt et le Renaudot, à deux auteurs excellents, Éric Vuillard et Olivier Guèze, dont les romans traitent pour le premier de la visite que les industriels allemands Krupp, Siemens, IG Farben ont rendue au chancelier du Reich en février 1933 pour lui faire allégeance. Le second relate l'histoire folle de la traque ratée de Mengele, le médecin bourreau d'Auschwitz, réfugié en Argentine et au Brésil et poursuivi en vain par le Mossad. Autre événement, celui-là microscopique et ridicule, caricaturé par Charlie Hebdo à propos de son silence sur l'affaire Ramadan, le directeur de Mediapart, Edoui Plenel, compare la couverture de Charlie Hebdo à l'affiche rouge placardée par les autorités de Vichy en 1944 pour dénoncer les combattants du réseau FTP-MOI, francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée. Ils s'assimilent par là même aux résistants de ce réseau face au pouvoir nazi. Rien de comparable évidemment entre deux écrivains de grand talent et la mégalomanie d'un directeur d'officine qui se drape dans le manteau du réprouvé. Il s'en excusera par la suite. Sauf un point commun, ici ou là, le sentiment que nous vivons une éternelle avant-guerre en suspension avant le troisième conflit mondial. Depuis un demi-siècle, tous les débats politiques ou philosophiques sont retranscrits dans la rhétorique du combat contre la peste brune et un néo-résistentialisme bavard parasite la moindre controverse. À la première objection, le point Godwin est atteint. Quiconque est en désaccord avec moi ne peut être qu'un nazi. Cette boussole nationale socialiste, invoquée à tort et à travers, est devenue surtout le symptôme d'une désorientation historique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Hitler s'est précédé lui-même de plusieurs siècles dans l'histoire de l'humanité. Le Troisième Reich n'est pas ce régime arrivé au pouvoir par les urnes en 1933 et qui a disparu sous le coup de boutoir des armées alliées et de l'armée rouge. En mai 1945, il est en quelque sorte la matrice de l'histoire européenne, ou pour le dire autrement, son vrai visage. C'est ainsi que des historiens réclament pour les Africains, les Arabes, les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud la jurisprudence de l'antériorité. Il existe, nous dit par exemple la militante et historienne colombienne Amélia Plumel-Uribe, dans un livre qui s'appelle « La férocité blanche », une relation dynamique entre la destruction des indigènes d'Amérique, l'anéantissement des Noirs et la politique d'extermination introduite par les nazis en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Et Madame Amélia Plumel-Uribe explique que la bombe atomique sur Hiroshima a été lancée au Japon et non pas sur Berlin parce que les Japonais n'étaient pas des Blancs. Déjà en 1955, Aimé Césaire avertissait, je cite, « le trait distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XIXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique et qu'au fond, ce qui ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. » Fin de citation. C'est encore un historien, Olivier Lecourt-Grandmaison, qui nous explique dans un livre au titre significatif « Colonisés, exterminés » sur la guerre et l'État colonial, que les méthodes utilisées pour pacifier l'Algérie, massacre de prisonniers et de civils, razzias, destruction de cultures et de villages, ont servi de laboratoire pour forger de nouveaux concepts, ceux d'espace vital et de race sans valeur, promis plus tard aux usages
que l'on sait. Sous les aspects d'un travail impartial, Olivier Lecourt-Grandmaison se fixe un seul objectif, par une prophétie à rebours, raccrocher le petit wagon de la conquête de l'Algérie au grand train de la Shoah, en transposer terme à terme le vocabulaire, l'ambiance, l'esprit. C'est enfin un professeur de philosophie, Louis Salamolins, qui, commentant le Code noir édicté en 1685 pour régir les relations entre les maîtres et les esclaves dans les îles des Amériques, réclame réparation pour l'esclavage sur le modèle des Juifs, demandant réparation à l'Allemagne et parlant d'un génocide utilitariste dont les descendants actuels et à venir garderont inentamé le droit d'en gérer la mémoire comme bon leur semblera. Fin de citation. Mais assimiler le commerce triangulaire au génocide de 1940-44, c'est oublier que les négriers, en bons utilitaristes, n'avaient aucun intérêt à décimer leur force de travail et devaient l'acheminer dans le meilleur état possible de l'autre côté des mers. C'est là encore réclamer à son profit l'incrimination maximale. Le nazisme aurait commencé du jour où l'homme blanc, portugais, espagnol, hollandais, français, anglais, a posé son pied sur les rivages de l'Afrique ou de l'Amérique, y semant la mort, le chaos et la destruction. Et tout se passe comme si aujourd'hui le Troisième Reich était un trou noir qui a littéralement avalé les uns après les autres les siècles qui l'ont précédé, au risque de manipuler l'histoire pour faire plaisir à telle ou telle minorité. Tous les despotes et tyrans de l'Europe ne sont pas réductibles à Hitler, lequel n'est pas une marque déposée. Nul besoin de nazifier l'esclavage pour le rendre odieux. On a du mal à penser la barbarie au pluriel, que tous les crimes de masse ne sont pas des génocides, que tous les génocides ne se ressemblent pas entre eux, qu'il y a là aussi une gradation et une diversité dans l'épouvante. Ce n'est pas minimiser la traite ou le colonialisme que de ne pas les rabattre sur le gazage des Juifs et des Tziganes entre 1940 et 1945. Il constitue un autre département du mal, puisqu'il semble qu'en ce domaine, l'imagination humaine soit sans limite. On a donc forgé une nouvelle histoire sainte, trouvé de Spartacus à nos jours une seule et unique figure du paria, dont la chronique s'écrirait rétrospectivement à partir du national-socialisme. Le grand calvaire de l'opprimé depuis l'aube des temps doit se dérouler sous l'ombre de la croix gammée. Il faut en convenir, plus de 70 ans après la capitulation du Troisième Reich, la pédagogie de la Shoah est devenue problématique. Tant de livres, tant de films, tant de débats, pour en arriver à ce qu'au début du XXIe siècle, le génocide des Juifs et des Tziganes ne puisse plus être enseigné dans de nombreuses écoles françaises, comme le révéla le rapport Aubin dès 2004. Que s'est-il passé ? Effet de saturation, sentiment que les Juifs accaparent sur leur seule personne toute la souffrance du monde, bel exemple d'un témoignage de sympathie qui se retourne contre ses bénéficiaires, les transforme en rivaux mimétiques qu'il faut expulser pour prendre leur place. Auschwitz, étouffé sur son propre succès, est devenu la véritable religion civile de l'Occident, notre scène primitive. Comme l'a exprimé le prix Nobel et écrivain hongrois Imre Kertész, le kitsch s'est emparé d'elle et l'a tuée. L'événement s'est détaché de son contexte, s'est élevé au-dessus du siècle comme une sorte d'astre sidérant. C'est une sacralisation redoutable, car le risque existe que les Juifs soient à nouveau sacrifiés sur l'autel de ce culte dont ils sont les idoles transitoires. À preuve, l'assimilation de la Shoah en Iran et ailleurs, avec une croyance, la confusion du fait et de la foi, d'un événement historique avec une liturgie précise. Si certains osent critiquer Mahomet, alors pourquoi ne pas rire de Dachau, Bergen-Belsen,
comme l'a fait le gouvernement de Téhéran dans 2 expositions de caricatures antisionistes, une première fois en 2009 sous l'égide d'Ahmadinejad, une deuxième fois le 14 mai 2016. Il n'est pas excessif de dire qu'Auschwitz rend fou, produit du droit et du délire tout à la fois. Postérité rétrospective, on a relu l'histoire à partir de lui, il a mis le passé en délibéré permanent, a créé de nouvelles qualifications pénales. Le malheur juif est devenu la mesure du malheur universel et ses particularités, pogrom, diaspora, génocide, sont désormais revendiquées par tous les hommes. Mais il donne lieu aussi à un contresens calamiteux. Il fascine non pas comme une abomination, mais comme un trésor dont on croit possible de retirer des avantages. On n'a pas tant sensibilisé l'opinion à une abjection majeure qu'alimenté une métaphysique perverse de la victime. Auschwitz est devenu ainsi un monstrueux objet de convoitise, d'où la frénésie à vouloir accéder à ce club très fermé et surtout le désir d'en déloger ceux qui s'y trouvent déjà. À cet égard, on peut considérer la Shoah de 2 façons, comme une théologie négative qui fait des Juifs les agents d'une malédiction particulière ou comme un concept ouvrant à l'intelligence des crimes de masse. Il y a eu des génocides avant 1942, mais depuis Nuremberg, les exterminations, celles des Amérindiens, des aborigènes australiens, des Arméniens, des Héréros en Namibie et plus récemment des Tutsis au Rwanda, ont été regardées d'un autre œil, et ce sont les abominations hitlériennes qui ont rendu plus intolérable encore l'oppression coloniale. Ce procès ne fut pas seulement la manifestation de la justice des vainqueurs, il a fait, comme l'a vu Karl Jaspers dès 1946, œuvre créatrice. Il a instauré les prémices d'un ordre pénal nouveau. Une chose est de dire « le malheur juif a tracé la voie et permis de penser le nôtre », une autre d'affirmer qu'il occulte notre misère et doit être évincé. Au lieu d'être une catastrophe et un avertissement pour l'humanité entière, le génocide devient alors, par un processus de kidnapping symbolique, une source d'avantages politiques et moraux illimités. Se judaïser de la sorte, au besoin en se déclarant plus juif que le juif, indigne désormais du rôle qu'il s'octroie, c'est saturer une situation inexpugnable, une sorte de rente morale perpétuelle. D'où une nouvelle forme d'antisémitisme inattendu depuis 1945, l'envie du juif comme déporté, parangon du malheur. Par un contresens fondamental, cette haine insatiable et immémoriale est alimentée par cela même qui devrait la contenir, la persécution des Juifs. Les nouveaux candidats à l'étoile jaune voient dans le génocide non pas le summum de la barbarie, mais l'occasion d'une distinction par le malheur. Toute contrariété d'une minorité quelle qu'elle soit est désormais retranscrite dans le langage de l'Holocauste, avec la volonté d'en écarter ceux qui s'y trouvent jamais et de les décréter illégitimes. Il y a donc une manière de voler aux anciennes victimes leur propre histoire. Désormais, Auschwitz est un crime imputé aux Juifs eux-mêmes. Comme l'a expliqué tranquillement l'ancien maire travailliste de Londres, Ken Livingstone, en 2016, je cite, « Hitler était sioniste ». Témoin encore cette réflexion de sœur Iqbal Sakrani, secrétaire général du Conseil musulman de Grande-Bretagne jusqu'en 2006, et qui se proposait de remplacer l'Holocaust Memorial Day, dédié à la Shoah, par le Genocide Day, le jour du génocide. Voilà ce qu'il écrit. « Le message de l'Holocauste, plus jamais ça, n'a d'utilité que s'il est plus inclusif. On ne doit pas avoir une approche discriminatoire de la vie humaine. Les musulmans se sentent exclus et blessés par le fait que leurs vies n'ont pas la même valeur que celles qui furent perdues durant l'Holocauste. » Fin de citation. Et dans les victimes du génocide arabo-musulman, sœur Iqbal Sakrani inclut les Palestiniens et les Irakiens, mais non les Kurdes, gazés par Saddam Hussein. Voyez cette affirmation devenue presque un lieu commun.
Les musulmans en Europe, en 2017, seraient l'équivalent des Juifs des années 30-40. L'islamophobie serait proprement le nouvel anti-judaïsme. Ce sont les musulmans les vrais maudits, alors que les Juifs, surtout depuis la création de l'État d'Israël, seraient passés dans la catégorie des dominants. L'analogie est évidemment historiquement délicate, car l'antisémitisme est par essence racialiste. Il ne s'adresse pas à la religion en tant que croyance, mais aux Juifs en tant que peuple, pour ce qu'ils sont. En outre, si ma mémoire ne flanche pas, dans les années 30, les Juifs ne jetaient pas des bombes sur toute la surface du globe au nom du vrai Dieu et n'allaient pas égorger des prêtres dans les églises. De ce principe d'équivalence entre antisémitisme et islamophobie, on en vient ensuite au principe de substitution. Qu'est-il arrivé aux Juifs depuis la création de l'État d'Israël? Comme nous l'explique l'historien Enzo Traverso, une malédiction pigmentaire. Ils ont blanchi. Jadis, en Europe comme aux États-Unis, les Juifs combattaient et les Noirs combattaient ensemble le racisme et le colonialisme. Puis les Juifs, nous dit toujours Enzo Traverso, surtout depuis 1948, ont franchi la ligne de couleur, se sont enrichis, sont devenus blancs, c'est-à-dire des oppresseurs. Avec la fin de l'antisémitisme, le Juif est entré dans la race supérieure, la race blanche. Avec Israël, il est entré dans la maladie européenne du nationalisme et c'est ce qu'il a perdu. Sorti du ghetto, il n'incarne plus cette altérité négative qui le rendait autrefois unique. Comme le dit Enzo Traverso, l'outsider interne n'est plus le juif, il est maintenant l'arabe et le noir, c'est-à-dire l'ex-colonisé, résidant en métropole et devenu citoyen français. Fin de citation. Conclusion, les Juifs ont démérité de leur titre de paria, lequel devrait revenir désormais aux musulmans ou aux Africains. Cela permet évidemment de minimiser ou de marginaliser les crimes qui ont émaillé l'histoire française récente, puisque depuis 10 ans, pas moins de 10 citoyens français ont été tués parce que juifs par des islamistes ou assimilés. Sans oublier ce que rappelait tout à l'heure l'ambassadrice d'Israël en France, les agressions multiples, les menaces, les insultes qui ont obligé près de 60 000 citoyens juifs français à quitter le département du 93 pour se regrouper ailleurs. Là où l'islam est majoritaire, dans la France de 2017, il semble que les Juifs ne peuvent tout simplement plus vivre. Une fois l'équivalence établie entre antisémitisme et islamophobie, se met ensuite en place une démarche subtile d'expropriation. La judaïsation des musulmans entraîne tout doucement la nazification des Juifs, à moins qu'ils ne renient publiquement tout lien avec Israël. Le vrai Juif aujourd'hui porte le kéfier et parle l'arabe, l'autre n'est qu'un imposteur qui usurpe un titre de propriété. Comme le disait l'intellectuel américano-palestinien Edward Said en 2000 dans une interview à Haaretz, « Je suis le dernier Juif d'Israël, un Juif palestinien ». Comment réagir alors, et j'en finirai par là, à ce racket sémantique? D'abord en combattant les pathologies du langage, en résistant à l'emballement sémantique des expressions toutes faites. Il arrive, comme on l'a vu dans l'histoire du totalitarisme au XXe siècle, il arrive que les langues tombent malades. Le combat est donc d'abord intellectuel. Quiconque s'empare du vocabulaire s'empare des cerveaux et installe le mensonge au cœur de l'esprit. Bien penser, c'est d'abord bien peser ses mots, retrouver l'intelligence des faits historiques, apprendre à distinguer et hiérarchiser les événements. C'est le premier acte de la résistance. Les armes de la raison et de la nuance semblent faibles, mais ce sont les seules dont nous disposions pour démonter la nouvelle barbarie et les nouvelles impostures. Merci.